Terre d'eau. La gadoue, les marais, les mangroves, les sables mouvants, les lagunes, les tourbières, les lacs, les deltas, les vasières, les palus. Une zone humide, en fait, c'est quoi ? Je verrais comme ça, j'ai plutôt une image de marais. Pas grand-chose. Les vaches. Le lac. Ça m'évoque les vaches qui sont au bord du lac. Les scientifiques estiment que 64% des zones humides de la planète ont disparu depuis 1900. Bien qu'elles ne couvrent qu'environ 6% de la surface terrestre, 40% de toutes les espèces végétales et animales vivent ou se reproduisent dans les zones humides. Comment l'homme a-t-il appris à vivre dans ce milieu a priori hostile et en constante évolution ? Quels enjeux représentent-elles à l'heure du réchauffement climatique, de l'urbanisation massive et de l'écotourisme ? À travers le récit de femmes et d'hommes passionnés, découvrons ensemble ces terres d'eau. Les loutres sont restées très longtemps absentes et maintenant elles reviennent. On aimait beaucoup notre pays. Narandis sera-t-il la capitale du pétrole français? Donc c'était une forêt humide. Pays des Landes. Elle est devenue forêt. C'est un territoire qui est longtemps considéré comme désolé, sablonneux. À la découverte d'une région des Landes. Dans les mortels marécages de la Mélancolie. C'est la fille des marais. C'est elle qui l'a tué. Vous a permis de squatter mon marais. Début du 1er siècle. Il leur était donc très facile, avec des pointes de couteau ou des petits outils, de dessiner à la fois des animaux un peu fantastiques, de graver leurs noms, mais surtout de dessiner ces bateaux que vous voyez très distinctement avec une coque qui semble posséder de chaque côté une rangée de rames. Ou celui-là encore, une coque très élancée qui se perd au milieu des signatures ou d'autres graffitis moins lisibles. Qui étaient ces marins qui gravaient dans le plâtre les maladroites et précieuses images de leurs bateaux? Un homme les a rencontrés au fond de l'eau. C'est Jacques-Yves Cousteau. Bienvenue dans ce 13e épisode de Terre d'eau, encore à ce jour le seul podcast dédié aux zones humides. Dans les années 80, la plongée sous-marine éveillait l'imaginaire de nombreux aventuriers. Peut-être que le nom de Jacques-Yves Cousteau, à bord de la Calypso, ou les exploits de Jean-Marc Barr explorant les mystères abyssaux des flots méditerranéens, vous évoquent des souvenirs envoûtants. Mais pour notre voyage d'aujourd'hui, nous naviguons en eau douce, près des rives du lac de Sanguinet-Biscarrosse, aussi appelé localement le lac Nord. C'est en effet ici qu'un groupe de jeunes passionnés de plongée a réalisé une découverte extraordinaire dans les années 80. Le fruit de leur fouilles archéologiques, menée avec passion pendant plus de 4 décennies, a donné naissance au musée des traditions à Sanguinet. C'est Corinne de Chéqui, archéologue en charge de la médiation culturelle du musée, qui nous accueille. Originaire du Sud-Ouest, elle a beaucoup travaillé en Crète, développant une curiosité grandissante pour les objets derrière les hommes. Elle est d'ailleurs co-auteure d'un ouvrage publié chez Picard, Les ors des mondes grecs et barbares. Ce qui ressemble à du hasard l'a mise face à son destin. Elle a d'abord accepté une mission courte à Sanguinet, puis, fascinée par le travail considérable des hommes derrière les objets, elle a embrassé son rôle de conservatrice du musée. Alors, ajustez vos masques, car nous plongeons avec elle dès à présent dans une histoire fascinante, empreinte de découvertes surprenantes et d'authentiques trésors du passé. Donc en fait, le musée du lac a été créé dans les années 80, quand des plongeurs découvrent à 4 mètres de profondeur, sur la pointe orientale du lac, sur la voie romaine qui reliait Bordeaux à Dax, et le long d'une rivière, une cité gallo-romaine qui s'appelle Lossa, et qui est mentionnée dans les cartes anciennes par l'empereur Antonin le Pieux. Et il fait état de cette cité, qui est en fait une station routière, ce qu'on appelle un mansio, où on se restaure, on se repose et on continue sa route. Donc les plongeurs ont découvert de très nombreux vestiges et tous les vestiges de Lossa sont dans la seconde salle du musée. Il y a 3 salles et dans cette première salle, il y a les objets qui ont été retrouvés sur les autres sites, puisque quand ils découvrent Lossa, ils prennent le parti
de continuer à plonger le long de cette rivière en profondeur du lac. Et donc, plus il progresse le long de la rivière en direction de l'océan, plus il découvre de sites. Et des sites à des profondeurs de plus en plus profondes. Et le plus ancien site dans l'état actuel de la connaissance est daté de 2000 avant Jésus-Christ. Donc les premiers hommes s'implantent sur ce territoire vers 4000 avant Jésus-Christ, à l'âge du bronze, ancien. Donc ces plongeurs amateurs plongent encore dans le lac aujourd'hui. C'est un peu notre ADN, on est un musée évolutif au niveau des projets, comme beaucoup de musées, mais au niveau de la recherche. Ils plongent toutes les semaines, tous les samedis, toute l'année, sauf peut-être un mois où il fait très froid. Donc le musée est connu, mais surtout les sites sont connus dans le monde scientifique, puisque les sites subaquatiques sont symboliques en archéologie, puisque le bois reste extrêmement bien conservé. C'est le cas des vestiges qui sont dans le lac. Et donc ces sites apportent une documentation bien plus élevée que les sites terrestres. C'est le lac qui est un second lieu de conservation dans lequel sont conservés un ensemble de 40 pirogues. C'est un ensemble unique en France, de l'habitat, une enceinte palissadée, des pieux, des ponts, un temple gallo-romain. Tout ça est conservé par l'eau dans le lac. En septembre et octobre, on va fouiller la 40e pirogue qu'on a découvert en 2021, mais là on va la fouiller et on va organiser une médiation autour de cette fouille au bord du lac. Et on va faire intervenir aussi, en plus d'Anaïs qui va fouiller et qui va faire une conférence sur l'état de la connaissance et de la recherche, on a sollicité Mathilde Roupsard, qui est conservateur au service régional de l'archéologie et qui va venir tenir une conférence sur le pillage archéologique. Parce que tout le lac de Sanguinet est un potentiel archéologique, mais ce ne sont pas les sites classés, donc voilà, il faut vraiment se pencher de manière sérieuse sur la question. Et on a aussi une réserve externalisée qui est à Sanguinet et qui abrite des milliers de tessons, d'objets, à exploiter éventuellement et surtout à reconstituer. Et ce sont les plongeurs bénévoles du CRES. Ces plongeurs sont fédérés autour d'une association qui s'appelle le CRES, le Centre de recherche et d'études scientifiques de Sanguinet, et c'est eux qui ont la réserve en gestion. C'est eux aussi qui sont chargés ou qui ont pris naturellement en charge la veille des sites, la veille scientifique. Donc ils font sans arrêt la veille scientifique, ils reviennent sur les sites, ils vérifient. Il faut savoir que les fouilles subaquatiques sont très contraignantes. Le dernier site découvert est à 16 mètres, il y a très peu de visibilité. Donc il y a énormément de travail sur ces sites. Et c'est eux qui veillent à l'état sanitaire des sites, qui sont susceptibles de se dégrader parce qu'il y a de plus en plus d'activités sur le lac, parce que les gens sont pas malveillants, mais arrivent quand même à jeter les encres sur les sites. Donc il y a toute une problématique et c'est une question qui reste entière. Ce qui se passe au niveau de la recherche, c'est que la recherche est prolifique, elle a été continuelle, il n'y a aucune discontinuité, mais là on entre dans une phase de presque de chantier des collections, de chantier des fouilles, où il va falloir interpréter de manière approfondie, systématiser tous ces résultats, pour justement pouvoir raconter l'histoire. Voilà. Et les premières fouilles de plongée, elles datent de quand ? 1978, si je me souviens bien. Ces jeunes d'ici, en fait, ou de Bordeaux, enfin de la région, ils ont déjà d'entrée, ils ont compris qu'il se tramait quelque chose. Ils ont eu cette intuition. Parce qu'il y a eu tout un concours de circonstances. On s'est jamais vraiment intéressé aux landes. Les landes ont longtemps été négligées par la recherche. Mais quand on découvre ça, moi j'y étais pas, mais c'est ce qu'on m'a raconté, c'est un peu l'effervescence. Tout le monde se déplace, voilà. Et ces plongeurs ont l'impression qu'ils se trament quelque chose et donc ils créent une association. Parce qu'à l'époque,
Bien, mais encore aujourd'hui, en tant qu'association, on pouvait réaliser des fouilles. Et il se dote d'emblée d'un président de renom, qui est local, je crois qu'il était de Sanguinet, qui est un algéologue de renommée internationale. Et on sait pourquoi ces sites se retrouvent sous l'eau ? Bien parce que à l'origine, il n'y a pas de lac, il y a une rivière qui s'appelle aujourd'hui la Gourgue, qui s'est écoulée dans l'océan. Et donc, ce cordon lunaire se forme. Le lac, cette rivière ne peut plus s'écouler, l'eau monte. Et les populations qui s'installent initialement à l'embouchure de cette rivière ouverte sur une lagune doivent, au cours du temps, reculer. C'est pour ça que entre le plus récent site proche de Sanguinet et le plus ancien, le site de l'âge du bronze qui se trouve plus proche de l'océan, il y a 4 kilomètres. Et ces 4 kilomètres correspondent à l'embouchure d'une rivière qui recule et les populations qui s'adaptent à cet environnement en mutation et qui reculent avec la montée des eaux. Voilà. Ah ouais, donc ça s'est fait de génération en génération et il se reculait à chaque fois en fonction de l'eau. Voilà. Et c'est ça. Ils laissaient derrière eux, en fin de compte, leur ancien village. D'où le fait que... Parce que moi, ma question, c'était aussi comment ça se fait que le village soit encore en place, entre guillemets, qu'il reste encore plein de choses. Parce qu'ils se sont déplacés, donc il n'y a pas eu de réutilisation des matériaux, de récupération des sites. D'ailleurs, il n'y a pas de stratigraphie. La stratigraphie, elle est horizontale, parce que les gens se sont implantés, ils ont occupé, et ils ont quitté. Okay. Donc, et c'est pour ça, et ça c'est très original aussi, d'avoir sur un territoire restreint, circonscrit, 4 grandes périodes archéologiques. Dans le lac, on a plus de 2000 ans d'histoire enfouie, puisque le site de Matoc a été occupé vers 2000 avant Jésus-Christ, et l'Ossa a été abandonné en 276 après Jésus-Christ. Voilà. C'était la plus grosse l'Ossa. Ça a été, oui, alors l'Ossa, sans doute, on peut présumer que l'Ossa s'étend au-delà de la partie immergée dans le lac. Mais donc, si c'est le cas, mais il n'y a jamais eu de fouilles à terre à Sanguinet, eh bien, ces sites se trouvent sous Sanguinet. Donc ça, c'est autre chose. Et c'est ça, l'aubaine ici à Sanguinet, c'est qu'on a cette partie du lac qui est disponible, on va dire, à fouiller. Alors que à terre, s'il y a des habitations ou de l'urbanisation, c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les vestiges qui sont présentés au musée ? Au niveau des vestiges, on a beaucoup de céramique. On a des bijoux, des armes, des ustensiles artisanaux. En fait, dans les vitrines, on a tous les métiers. On a des bronziers, des potiers, des orfèvres, des verriers. De toutes les époques. Voilà, de toutes les époques, de l'âge du bronze à l'Antiquité gallo-romaine. Donc c'est un musée qui est riche, qui est petit par sa superficie, mais qui est très riche en contenu. Et le défi, c'était de caser toute cette histoire dans cette superficie. Je ne sais pas si vous pouvez nous en dire plus sur les populations qui étaient là. Oui. Disons peut-être à la période de l'Antiquité, peut-être leur métier, leur histoire, Comment elles vivaient. Ouais, voilà, c'est ça. Oui. Et bien en fait, les populations qui occupaient ce territoire étaient les Boyates. Et donc, on n'a pas. Alors, il y a très peu d'études qui a été. Ça manque. C'est un pan qui manque. Il y a très peu d'études qui ont été faites pour raconter l'histoire des hommes. Voilà. Donc, on sait qu'il y avait cette station routière, l'Ossa, que les gens, sans doute, s'y reposaient, s'y restauraient. On peut imaginer qu'il y avait des tavernes, des producteurs locaux, des artisans ambulants, sans doute des forgerons pour les attelages. Voilà, c'est ça qu'il faut. C'était sans doute un site bien, bien visité, puisque les plongeurs ont découvert des quantités de vestiges sur ce site, des tapis de céramique, une densité et une quantité de céramique qui montre le dynamisme de l'occupation. Parce que du coup, c'était
au bord de l'océan et du coup, non, c'était le long de la voie romaine. C'était le long de la Voilà, c'était vraiment le temple, il est près de la voie romaine. Et la voie romaine, c'était quoi? C'était une... Alors la voie romaine dans les Landes, c'est pas faut pas imaginer une voie en dur. C'est une grosse levée de sable qui fait à peu près 20 mètres de large, entourée de fossés. Elle devait être jalonnée le long de son parcours d'ouvrages en bois, des gués, des ponts, des passages, mais qui n'ont pas résisté au temps, sauf dans la partie immergée, où on a 2 ponts. Voilà, qui enjambaient la rivière, voilà. Et donc il y avait ce temple, ce Phanum, où on a découvert des statuettes votives, et donc on devait sans doute sur la route prier, voilà, vénérer les dieux. Donc on a des petites statuettes votives, et on imagine qu'autour de ce temple il y avait toute une pratique cultuelle avec eh bien, les cérémonies, les chants, les sacrifices. Donc ils arrivaient à Lossa. Voilà. C'était une station quoi, de pause. Oui, voilà. Donc les gens restaient rarement. Enfin, il y avait des locaux, j'imagine, mais beaucoup de gens passaient seulement. Voilà, c'est ça. C'était vraiment une voie de passage. Une voie de passage, mais importante. Parce que les Phanums, les Phanas, ils sont implantés soit proches des agglomérations, mais aussi proches de lacs et proches des voies de communication importantes. Donc tout ça, ça donne des indices. Parce qu'en termes d'échelle, je ne sais pas si on sait, après l'échelle qu'avait Lossa, la taille qu'elle avait. Est-ce qu'on sait par rapport même à Sanguinet, par exemple? Est-ce que c'était plus grand? Est-ce que c'était plus petit? C'était plus petit. Mais on ne sait pas parce qu'en fait... si l'agglomération s'étendait au-delà du lac, voilà, c'est une agglomération potentielle. Et ça, c'est aussi une piste de réflexion, mener des fouilles à terre. Parce que évidemment, il y a tellement de travail dans le lac que tout s'est focalisé sur le lac, d'autant que ce sont des bénévoles qui mènent tout ça. Mais on pourrait élargir les fouilles. Mais ça sera vraiment dans un vraiment très second temps, parce que déjà, gérons le lac, la réserve, voilà, c'est ça. Donc là, vous avez les objets justement de Lossa, et dans la 3e salle, les pirogues. Donc il y avait déjà une monnaie quand même. Donc aussi, oui. Ça c'est c'est César. C'est l'époque gallo-romaine. Donc c'est César. Ouais, voilà. Et là, vous avez les vestiges du temple du Phanum, le premier vestige découvert qui a marqué le début des fouilles. Donc au niveau des vestiges, on a tous les vestiges typiques gallo-romains, quoi, de la sigillée, des amphores, de nombreuses monnaies, un trésor monétaire qui vient d'être étudié par un étudiant, un doctorant que j'ai envie de solliciter pour une conférence. Voilà, donc là vous avez la vitrine du dernier site découvert, mais entre-temps on a découvert d'autres vestiges mais qu'on ne peut pas placer au musée parce qu'on n'a plus de place. Et donc là ce sont des pointes de lance typiques de l'âge du bronze qui ont été restaurées. C'est fou là. Voilà. L'état, notamment celle de gauche, on voit carrément Il y a vraiment les détails, quoi. Ouais, c'est ça. C'est impressionnant. En fait, ces pointes de lance, elles ont été utilisées, mais c'était aussi des armes d'apparat. Donc il faudrait faire des analyses de traces pour voir si c'était utilitaire ou symbolique. Symbolique, voilà. Ouais. Mais elle est effectivement en excellent état, ce qui laisserait penser que c'était peut-être un objet plutôt cultuel, quoi. Et par exemple, pour les gros objets comme ceci, ça se passe comment, l'extraction? C'est compliqué ou pas? Non, parce que ça, vous voyez, c'était fragmenté. Donc en fait, ça a été reconstitué pratiquement intégralement. Enfin, il y a une partie qui a été reconstruite, on va dire. Et mais autrement, voilà. Et on a des quantités de tessons dans la réserve. Et on n'est pas à l'abri de compléter des pots parce que on trouve des tessons qui pourraient compléter les pots. Mais il y a un énorme travail d'études à faire aussi dans la réserve. Vous voyez, c'est tout ça aussi. Alors c'est plaisant
parce que c'est un bel outil, mais en même temps, il faut pas trop approfondir parce qu'il y a tellement de travail à faire et avec la ressource humaine, en termes de ressources, en termes d'échelle. C'est ça, en termes d'échelle. Je pense que le musée, clairement, n'est pas à la bonne échelle. Un musée comme ça, municipal, c'est absurde, quoi. Mais en fait, quand il a été créé, je pense qu'il y avait énormément plus de fonds. Maintenant, c'est très compliqué. Et même le département des Landes, je pense, n'a plus la carrure de prendre en charge ce musée, quoi, par exemple. Ils parviennent à faire fonctionner leurs 2 musées départementaux, qui sont énormes aussi. Et voilà, ils sont pas du tout dans la capacité de reprendre ce musée. Et ce musée, il faut réfléchir parce que c'est colossal, quoi. C'est colossal, le site de Sanguinet. J'imagine que les milieux étaient déjà humides à l'époque de ces gens. Oui. Les milieux étaient... Oui. À quoi ressemblaient les milieux, justement? Justement, par exemple, là, on a un plancher de maison. Et on voit, donc les gens, on n'a pas des habitats sur pilotis, parce qu'on n'a pas des gens qui sont venus s'installer sur un lac. On n'est pas du tout dans ce contexte-là. Mais on voit que les maisons ont des planchers surélevés. Parce que sans doute que les gens vivaient en milieu humide et que donc ils étaient sans doute habitués à gérer des fluctuations d'eau et du milieu. Très bien, voilà. Super. Voilà. Donc l'archéologie le montre. Donc ils s'adaptaient. Oui, ils vivaient avec justement en se mettant coup au-dessus entre guillemets, quoi. C'est ça. Et même les pirogues, on a des pirogues toutes périodes confondues. Donc sur tous les sites et moi-même je me suis posé la question, je me suis dit mais quand on voit l'investissement que ça représente de construire, de fabriquer des pirogues, techniquement pour la fabriquer, la débuter, la force physique que ça représente et l'organisation du bois, de l'abattage, de la sélection du bois, comment ça se fait que ces pirogues sont là, quoi. Et en fait je pense, alors ça n'engage que moi. Je pense que c'est juste de la réflexion logique. Au début, les hommes vivent proches de l'océan. Donc ce sont des cultures vraiment tournées vers les activités maritimes en lien avec l'eau. Et plus l'eau monte, plus le bassin se ferme, plus l'eau monte, plus il recule vers l'intérieur des terres. Et sans doute que les pirogues ont perdu de leur intérêt, de leur fonction. Puisque exactement ça, mais ça il n'y a aucun indice qui mais ça c'est la réflexion logique en fait, parce qu'on sait quand on étudie par exemple les techniques, on voit très bien que l'homme qu'il soit en Crète ou ici à l'âge du bronze, même au néolithique, quand il a un moule, il utilise le même moule pour travailler le métal, que la faïence et tout, il se casse pas la tête. Enfin voilà, il va pas se compliquer la vie. Donc je me suis dit si les pirogues perdent de leur fonction parce que ils sont beaucoup plus tournés vers des activités terrestres, peut-être vers la voie romaine, enfin des choses comme ça, ils ont moins besoin de leurs pirogues. Et finalement le bois, même s'il flotte, justement, et ça indique aussi, ça c'est encore ma logique, ça indique aussi le territoire marécageux. Parce que les pirogues, même si on les laisse amarrer, si on est dans un endroit marécageux avec des lianes, des racines, des choses comme ça, si l'eau monte et que les pirogues restent accrochées à des racines, elles vont couler, elles vont rester au fond en fait. Donc moi je pense que c'est une indication aussi pour un territoire où des pirogues peuvent rester, bloquées, c'est ça. C'est ça. Et après, ça, on le sait archéologiquement parce que on fait des analyses en archéobotanique, on reconstitue les paysages avec des analyses palynologiques, avec on fait des carottages et avec les pollens retrouvés, on peut restituer tout le paysage. Et quand on fait ça, on voit que des gens s'installent dans des zones marécageuses, alors que il y avait des zones sèches autour. Donc, l'installation en marécage, ça peut être intentionnel. Parce que le marécage, c'est une source de ressources supplémentaires et c'est aussi un dispositif de défense. Parce qu'avant
d'arriver à destination, si vous devez traverser le marécage, alors voilà, si vous n'êtes pas forcément amis, vous avez toutes les chances d'être intercepté en amont, avant la destination. On sait de quoi il se nourrissait, de quoi il... Alors ça, c'est des analyses qui restent à faire. Il y a tellement de céramiques, si on avait c'est une question de moyens et une question de priorité aussi. Vous voyez, la restauration, c'est urgent, c'est prioritaire. Donc l'argent, il faut qu'il soit dépensé pour ça, puisque c'est réglementaire, pour les datations. Voilà, essayer de dater les objets. Et puis, il y a tout un travail à faire sur l'analyse des résidus au fond des céramiques, puisqu'on en a tellement. Et si on pouvait faire ce type d'analyse, on pourrait analyser les restes à l'intérieur des pots et en déduire les cultures, la nourriture, voilà. Donc il y avait quand même des gens qui vivaient à plein temps à Lossa, donc qui étaient là... les locaux? Alors oui, sans doute. Il y avait beaucoup de gens de passage, mais il fallait bien la gardienne de la taverne. Puis il y avait un temple. Alors déjà, il y avait sans doute sur place des religieux. Des religieux. Voilà. Donc il y avait une taverne. On peut imaginer qu'il y a pu avoir un atelier de potier pour faire la vaisselle. Mais tout ça, ça reste à étudier. Il faut mettre sur ces sujets des gens, des gens compétents, époque gallo-romaine, âge du fer, pour pouvoir approfondir ces sujets. C'est fou les détails. Les détails notamment sur les objets, quoi. À chaque fois, l'eau, en fait, c'est l'eau qui a permis ça, quoi, qui a permis de garder autant de détails. Oui. Et puis comme les hommes se sont déplacés, ils n'ont pas réutilisé les objets, donc les sites ont été retrouvés intacts. C'est ça qui est très caractéristique des sites de Sanguinet. Il y a 3 spécificités pour conclure. C'est le très haut degré de conservation des bois, donc qui permet d'avoir une documentation plus élevée. Le fait que sur un territoire restreint, on ait 4 grandes périodes archéologiques parce que les hommes se sont déplacés pour s'adapter à leur environnement. Ça veut dire qu'ils ont pris en compte sur plus de 2000 ans de se déplacer, de devoir reconstruire. Donc ça indique aussi que c'était un territoire suffisamment stratégique pour vouloir continuer coûte que coûte à l'occuper. Et la 3e spécificité, c'est le fait que les fouilles sont toujours en cours et qu'on a des perspectives de recherche. Voilà. Donc ça, c'est 3 points importants qui en font un musée un peu remarquable. Voilà. C'est un musée évolutif. C'est vrai que pourtant on imagine que les Landes et cette partie-là du Sud-Ouest, qu'elle était un peu laissée par l'homme, quoi. Alors qu'en fait non, à ces périodes-là, du coup, elle était stratégique presque. C'est ça qui. Alors que pourtant, de ce que je comprends et de ce que j'ai l'impression, c'est que au Moyen Âge ou un peu après, ça a été quand même assez délaissé, quoi. C'était limite. Alors que dans les périodes plus anciennes, ça manifestement, c'était c'était occupé en tous les cas, occupé. C'était un territoire qui intéressait. Chers auditeurs, comme vous l'aurez compris, notre prochain épisode sera consacré à la passionnante histoire des plongeurs qui ont fondé le CRES, Centre de recherche et d'exploration sous-marine. Nous sommes impatients de les rencontrer et de comprendre ce qui anime leurs explorations depuis plus de 40 ans. La diffusion aura lieu après une courte pause estivale en septembre. Avant de déconnecter, nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour votre fidélité et votre soutien tout au long de cette première saison. Nous vous souhaitons de belles escapades en milieu humide et vous donnons rendez-vous après l'été pour de belles découvertes sous-marines captivantes avec le CRES. En attendant, passez un été mémorable et rempli de belles expériences aquatiques. Terre d'eau, une production Zuxo avec à la technique et musique Théo Forstendischer, au montage Hugues Malo et à la réalisation Lorraine Carpentier. Nous serions heureux de créer une communauté de personnes mobilisées pour les zones humides, alors n'hésitez pas à montrer votre soutien en vous abonnant au podcast, en le partageant ou en rejoignant nos profils sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également nous identifier, #Terre d'eau, ou vous abonner à la newsletter de notre podcast. Nous remercions l'ensemble de nos partenaires, dont l'Agence de l'eau Adour-Garonne, le pays Land Nature Côte d'Argent, l'Union Européenne, pour leur soutien financier.